Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo du résumé de la semaine. Hey, c'est-tu pas un beau cadrage, hein? J'y arrive, hein? Nouvelle toile. Je l'adore. J'ai compris un peu le principe, mais c'est très dur à reproduire. J'ai essayé de reproduire, c'est-à-dire que cette toile que nous avons faite, que vous allez voir demain, samedi, la façon que nous avons procédé, ça fait vraiment des belles formes de fleurs. C'est vraiment extraordinaire. J'essaie de reproduire tant bien que mal. Là. Depuis ce temps, ça fait 3 tentatives que je fais, puis toujours pas réussi. C'est épouvantable. Écoutez, je voulais vous parler de plusieurs choses. Le 17, je suis obligé de vous dire qu'il y a des événements qui sont assez inquiétants et qui sont passés sous silence de la part des autorités aux États-Unis. Comme vous savez probablement, depuis quelque temps, c'est-à-dire, en fait, depuis toute l'année 2018, le volcan qui est endormi, mais il n'est pas vraiment endormi, à Yellowstone, au Parc national de Yellowstone, aux États-Unis, rentre plus souvent en éruption. Le geyser qu'il y a là, habituellement, rentre en éruption 1 ou 2 fois par année. Des fois, je pense que c'est 4 ou 5 fois par année, tout au plus. 2018, je crois que ça a été 32 fois. Alors, il y a de la lave qui travaille en dessous, ça cherche à sortir, et qui plus est, comme j'allais vous dire, le 17, il y a eu un tremblement de terre de 5,2 aux abords de Yellowstone, ce qui est très, très inquiétant, hein, parce que, comme vous savez peut-être, c'est un méga volcan, de façon épouvantable. La dernière éruption qu'il y a eu, je crois que c'est il y a 600 000 ans. Alors, c'est sous toute réserve. Mais là, quand on parle d'éruption, on parle d'éruption gigantesque. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais même si on a une éruption qui est mineure, entre parenthèses, ça peut faire des sérieux dégâts. Puis ça peut être encore plus gros que Mont-Sainte-Hélène, qui a explosé, je crois que c'était dans les années 80, hein, si je ne m'abuse. Ça peut être 10 fois, même si ce n'est pas une méga éruption, ça peut être quand même 10 fois et plus l'éruption du Mont-Sainte-Hélène. Alors, c'est inquiétant, hein? On regarde tout ça, puis on se dit, jusqu'à un certain point, on doit être inquiété. Alors, je crois que la nature, depuis presque toute l'année 2018, a fait des soubresauts qui sont assez inquiétants. Hein? Même en Europe, il y a eu des inondations. Ça fait vraiment dur. Là. On a eu beaucoup de problèmes côté météo et climat pour l'année 2018. Il semblerait que l'année 2019 poursuive sous le même élan. J'espère que ça va changer, hein, parce que, comment on dit ça, les synestamol... Là, je l'ai perdu. Je l'avais tantôt, c'est-tu pas pareil, hein? Les amateurs qui vérifient les tremblements de terre, tout ça, surtout aux États-Unis, une chance qu'on les a parce que c'est eux qui nous gardent les records, c'est eux qui poursuivent leurs recherches avec les tremblements de terre, puis les sismologues, je crois que c'est ça, hein, je me trompe, mais poursuivre les recherches. Et puis, d'ailleurs, une qui est très intéressante, si vous avez la chance de voir, je vais vous laisser le lien si je ne l'oublie pas, elle s'appelle Mary Greeley. Elle, c'est vraiment une experte, elle suit ça au pas. C'est un petit peu inquiétant par contre, mais qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, si on regarde tout ce qu'on a regardé autour de nous, c'est inquiétant, puis ça fait un petit moment, là, avec les glaciers qui fondent et tout ce que vous voudrez, là, on a raison de s'inquiéter. L'avenir est précaire, hein? On se demande, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est quoi qu'on va laisser comme héritage? C'est quoi qu'on leur laisse comme planète? Hein? Parce que de l'abus, je suis obligé de vous dire, probablement plus nous en Amérique du Nord qu'en Europe, on a abusé. On a abusé là, de façon exponentielle. C'est épouvantable, là, autant au niveau des voitures, là, les bagnoles avec des 8 cylindres et des 12 cylindres. Et on a vraiment abusé. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Puis on n'était vraiment pas vert, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je ne sais pas ce que ça va laisser pour nos petits-enfants, mais c'est un petit peu inquiétant. Vous savez, je regarde, même la dynamique a changé. Hein? Puis je pense que c'est pas juste le climat qui est inquiétant dans l'avenir de nos enfants et de cette planète, c'est aussi ce qu'ils ont comme outil de vie.
c'est-à-dire l'Internet, les téléphones intelligents, qu'est-ce que vous voulez, ça rend la dynamique dans les familles qui est très différente de ce que nous, on a connu. D'ailleurs, c'est pour ça que je pensais à ça, parce que j'ai oublié de vous dire, la semaine dernière, la recette que j'ai donnée, j'ai pris une rôtissoire. La rôtissoire appartenait à ma grand-mère, qui est née en 1905 et qu'elle avait reçue en cadeau de mariage en 1923. Imaginez-vous, je me sers encore de ça aujourd'hui. Mais vous savez, c'est figuratif, mais c'est plus qu'une image, parce que ma grand-mère a été très importante pour moi dans ma vie. Ça a été une seconde mère, ça a été... c'était la femme... Je ne pouvais rien faire de pas correct avec elle. Tout ce que je faisais, c'était bon, c'était bien, c'était moi. Hein? Avec elle, elle avait de l'amour sans condition à mon égard. Et puis, c'est dur à retrouver. Ce qui m'amène à vous dire que, effectivement, cette relation est plus dure à trouver aujourd'hui avec nos enfants et nos petits-enfants. De un, parce que la vie est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus de pression exercée sur leurs épaules, autant à leur travail que dans leur vie de tous les jours. Hein. Faut qu'ils soient parfaits à leur job, il faut qu'ils soient parfaits dans leur relation avec leur époux ou leur épouse. Les enfants, il faut qu'ils les envoient à la garderie. Vous savez, ça l'amène à des problèmes que nous, à l'époque, on n'avait pas. Évidemment que les femmes restaient plus au foyer. Mais c'était une job. Et puis, j'ai rien contre les femmes qui sont des femmes aujourd'hui de carrière. C'est bien. C'est l'évolution qui demande ça. Et puis, mais vous savez, d'un niveau familial, d'une structure familiale, d'un noyau familial, c'est-tu vraiment bon? Que ce soit l'homme ou la femme là, qui reste à la maison, là. Hein, aujourd'hui, on peut aussi bien voir un homme qui reste à la maison pour élever ses enfants là, que vice-versa. C'est pas mal vu aujourd'hui. De toute façon, tout change. Hein, comment qu'on dirait ça? Tout ce qui était interdit devient permis aujourd'hui. Peut-être pas au niveau, là, comme je vous dis, des relations, des structures de base familiale, mais je veux dire, la liberté sexuelle aussi, ça l'a peut-être amené beaucoup de problèmes et une dynamique qui est complètement différente. Encore une fois, les enfants aujourd'hui sont presque fatigués avec toutes les activités qu'ils ont à faire. Il me semble que nous, jeunes, on prenait le temps de vivre. Moi, je me souviens que nos mères devaient nous crier après le soir pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut crier après les enfants pour qu'ils sortent de la maison. Je crois que c'est en train de changer un petit peu, mais d'une façon qui est plus radicale, plus hermétique, je dirais, dans le sens que aujourd'hui, ils essaient de redonner une forme d'apprentissage à leurs enfants, ce qui pense bien, c'est pas nécessairement mauvais, mais vous savez, toute activité, me semble trop, c'est comme passé. À un moment donné, si les enfants font du patinage, vont jouer au baseball, vont jouer au football, vont des cours de danse, des cours de ci, des cours de ça, à un moment donné, ça n'arrête plus. C'est où qu'ils ont le temps de vivre et de faire leur propre expression, de vivre leur propre vie d'enfant et de jeune. Hein? Moi, je me rappelle que jeune, premièrement, mes parents n'avaient pas les sous pour m'envoyer prendre des cours, mais de toute façon, c'était pas nécessaire. Déjà qu'on pouvait se permettre, nous, parce qu'on avait un chalet, qui est aujourd'hui ma maison, mais mon père a bâti ici en 69, on avait déjà une certaine liberté, étant donné qu'on restait en banlieue, on restait en campagne les fins de semaine, et puis la semaine, on restait dans une métropole qui était Montréal. Alors, on avait le meilleur des deux mondes, et qui plus est, j'ai eu une petite moto et une motoneige à l'âge de 9 ans. Alors, je ne peux pas me plaindre, mais vous savez, si vous regardez ça avec du recul, est-ce que j'aurais resté à cette époque? Replacer ça dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que j'aurais resté à la maison pour jouer à des jeux vidéo? Mais je suis obligé de vous dire que oui, je suis convaincu à 90% de ce que je vous dis. Parce que de un, je suis un grand rêveur. Écoutez, j'ai joué, moi, avec mes enfants à des jeux Internet depuis qu'ils étaient tout jeunes. Il y avait, je crois, c'est 13 ans, 14 ans, puis on jouait ensemble à des jeux. On faisait même partie d'alliances qu'on formait ensemble, puis ça.
ça a été les plus beaux moments, pareil, mais c'est juste pour vous dire comment j'embarquais. Vous savez, aujourd'hui, je trouve que les hommes dans la cinquantaine, comme moi, et début soixantaine, on est resté des grands-enfants. Hein? Mais il y a un côté qui est bien de ça. C'est-à-dire que, je parle pour moi et plusieurs de mes amis, on aime les mêmes musiques que nos enfants. On ne peut pas dire ça de la place de nos parents là, à l'époque. Mais encore une fois, des époques différentes, des vies différentes. Hein, on avait plus d'intérêt à aller les choses qui se passaient à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est pas que ça disparaît, mais encore une fois, les parents sont poussés à faire beaucoup d'activités à leurs enfants, mais je ne suis pas sûr jusqu'à quel point c'est sain. Oui, c'est bien de faire des activités aux enfants, mais jusqu'à où que ça s'arrête? À un moment donné, je connais des familles que ils sont même plus à la maison. C'est toujours parti d'un bord puis de l'autre. Puis les enfants, vous savez, ces enfants-là qui ont commencé des fois à l'âge de 9 ans, 10 ans, à avoir des activités sans relâche, c'est quoi qui va être leur souvenir de leur maison, de leur noyau familial? Ça va être beaucoup plus des souvenirs de leurs activités plutôt que de la vie en famille. C'est de valeur, hein? Ce qui m'amène à la relation que j'avais avec ma grand-mère, qui est extraordinaire. Cette femme est décédée, je crois que c'est en 2009. Oui, en 2009. Elle avait 104 ans. Malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'elle est partie 10 ans trop tard, parce que depuis l'âge de 90-94 ans, elle n'était plus toute là. Mais elle était dans ce qu'on appelle ici un CHSLD, c'est des endroits pour les personnes âgées. Nous, ici, puis là je parle pour nous au Québec, on n'a pas cette habitude, cette coutume de garder nos vieux à la maison. Malheureusement, on s'en débarrasse. C'est vraiment mal fait, je vous l'accorde. C'est même un problème de société qu'à un moment donné, ça va nous rattraper. Ces gens-là, pour la plupart du temps, sont laissés dans des places pour les vieillards et leur famille ne va même pas les visiter ou très très peu, quelques fois seulement par mois et encore. C'est vraiment désagréable. C'est encore un autre reflet de la société où on en est en tant qu'individu et de relations individuelles plutôt que familiales. C'est malheureux. Mais ma grand-mère, comme je vous dis, elle a été placée, mais elle a été chez elle jusqu'au bout. Jusqu'à 90 ans, elle tenait maison. C'est quand même bien, là. Mais après, elle a dû être placée, puis ça l'a dégradé très, très rapidement. Un dernier, en finale, elle aurait dû partir, comme je vous dis, 10 ans avant. Elle avait plus sa tête, elle avait des plaies de lit. C'était horrible. Même que je suis obligé de vous avouer que des fois, je me disais, j'aurais dû y voir moi-même, si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai trouvé ça dur. Je me disais, je m'excuse de ne pas pu avoir, parce que ma grand-mère, c'était une personne qui était très religieuse aussi. Et puis, mon Dieu, que c'est un paradoxe qui n'est pas tellement jojo. Je me rappelle, depuis j'étais tout jeune, à 60 ans, elle disait, ah, si le bon Dieu peut m'emmener comme un petit poulet. C'était ça le patois de l'époque, le dicton. Eux, ils disaient, la plus belle chose, c'est de partir, puis de partir comme un petit poulet, qu'on disait ici. Alors, mauvaise plaisanterie, hein, de la part de, s'il y en a du supérieur en haut, laissez-moi douter. Mais ça, j'ai rien contre, là, on a tous le droit à nos croyances. Mais quoi qu'il en soit, la dynamique est différente. J'étais tellement proche de ma grand-mère, c'est elle qui m'a appris à faire du bicycle à pédale, imaginez-vous donc. Je me souviens pas quel âge j'avais 5 ans, 6 ans. Puis elle était là avec moi, je l'embarquais dans ma petite voiture, dans ma petite express, puis je l'ai embarquée, elle avait 72 ans. Je l'emmenais faire des tours de motoneige. Alors, vous savez, c'est une relation que j'espère que je pourrais avoir avec mes petits-enfants, mais ça serait très, très étonnant pour plusieurs raisons. De un, comme vous le savez, notre but n'est pas de rester ici l'hiver. C'est malheureux, hein? Il y a une dynamique familiale qui est très, très différente. Il y a des côtés qu'on comprend, mais il y a des côtés, il y a des rapprochements qui sont plus ardus ou sont très différents.
Les enfants sont tellement débordés dans l'ouvrage, ils ont tellement de pression sur eux pour performer que quand ils retournent à la maison, ils sont épuisés, puis j'y comprends, puis ils ont besoin de ce repos. Ça change, hein, avec toutes les générations, que c'est que vous voulez, tout change. C'est espéré pour le mieux, parce que je vous dirais que si ça serait rien que ça le problème, mais on a des problèmes d'immigration, on a des problèmes de génération, que les populations s'en viennent de plus en plus vieillissantes. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que le bassin de population qui paie des impôts va en payer assez pour tous nos services universels qu'on a dans nos sociétés? Je crois que déjà que le fardeau est un petit peu lourd pour la capacité à payer de nos sociétés. Imaginez-vous tantôt, là, ça va être épouvantable. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va y arriver. C'était juste pour vous partager ça. Imaginez-vous, là, je vous conte tout ça là, à partir d'une rôtissoire qui appartenait à ma grand-mère, qui a eu un cadeau de mariage en 1923. C'est beau, hein? Des fois, ça nous fait penser à toutes sortes de choses. Oui, je m'ennuie de la vie que nous avions. Je dirais que la vie était plus douce. La vie était plus structurée de façon familiale. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie un petit peu de ça, je suis obligé de vous avouer. Malgré le fait que, comme je vous ai dit, lorsqu'on va avoir la chance de partir l'hiver en Floride, aux États-Unis, un petit peu partout, on va le faire. Hein, parce qu'encore une fois, la vie passe vite. On ne peut pas vivre notre vie pour les autres et les autres ne peuvent pas la vivre pour nous. Alors, il faut y aller en conséquence. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. Demain, revenez, j'ai encore une superbe recette demain. Puis je vous le dis là, c'est une recette qui est vraiment très peu élevée en sodium. Vous pouvez ne pas en mettre du tout. C'est un petit gratin sur le dessus. En tout cas, vous allez voir, c'est vraiment une bonne recette. Là. Puis je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est une expérience que nous avions fait il y a quelques temps. Et puis on a tombé à la renverse tellement que c'est bon. J'espère que vous allez l'essayer et que vous allez aimer. Là-dessus, un gros merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention.